derrière le mot barbare, dans une heure, vous aurez tout compris. Et puis peut-être que vous serez les prochains à passer en holacratie. Deux mots pour me présenter. Je suis dirigeant cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Talkspirit. On a adopté l'holacratie comme technologie pour nous organiser en interne, on va parler gouvernance aujourd'hui. En guise d'introduction, je voudrais vous faire participer et vous demander, pour vous, c'est quoi une organisation ou une équipe performante? Qu'est-ce qui définit la performance d'une équipe ou d'une organisation? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de performance? La cohésion. La cohésion, ouais. La communication. D'arriver à ses résultats. Là. Arriver à ses résultats. Arriver à ses résultats, ouais. L'efficacité. Efficience, qui est la deuxième volet généralement de la performance organisationnelle. Efficacité, efficience, ouais. Efficacité commune. Comment? Vision commune. Vision commune, projet, raison d'être, ouais. Bonheur. Enrichissement. Bonheur, enrichissement. Enrichissement, c'est-à-dire financier. enrichissement, d'accord, ok. Initiative, super. Cohésion. Collaboration, cohésion, j'ai déjà entendu. Encore d'autres choses? Ok. Et maintenant, si je demande à... Donc on a entendu plein de mots-clés. Est-ce que c'est le contexte de vos équipes ou de vos organisations aujourd'hui? Est-ce que 100% de ce que j'ai entendu, vous le constatez, vous l'expérimentez, vous le vivez au quotidien dans vos équipes ou dans vos organisations? Qui, par exemple, peut dire « Ouais, tout ce que j'ai entendu, c'est chez moi, c'est mon quotidien ». Bon, et bien dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous intéresser dans cette conférence. En général, on peut aussi adresser la question de la façon suivante: quelles sont les principales problématiques que l'on rencontre dans les organisations traditionnelles? Partage de l'information, prise de décision difficile, status quo, petit chef, désengagement, outils dépassés, etc., qui sont autant de problèmes finalement que l'on rencontre le plus souvent dans les entreprises. Alors on va parler d'outils aujourd'hui. Peut-être pas les mêmes outils que ceux dans lesquels, que vous avez pu entendre dans les autres conférences, mais on va néanmoins parler d'outils parce que l'holacratie est un outil, et plus exactement une technologie, c'est-à-dire un ensemble de processus, de savoir-faire, d'outils finalement, qui visent à rendre les organisations plus performantes. Aujourd'hui, l'organisation, c'est à peu près bâti sur ce modèle-là. En fait, curieusement, lorsque vous montez une entreprise, jamais vous vous posez la question de savoir comment vous allez l'organiser. Celui qui crée une organisation, il en devient le chef, et puis au fur et à mesure où l'organisation où il se développe, eh bien vous nommez d'autres personnes qui deviennent chefs à leur tour et qui organisent le travail de leurs équipes. Et manifestement, depuis quelques années, certaines organisations, certains patrons aussi, se disent qu'il y a certainement une meilleure façon d'organiser le travail, et l'holacratie est une de ces façons d'organiser le travail de façon différente. En fait, les organisations traditionnelles ont du mal à gérer deux écarts. Et ces deux écarts créent beaucoup de tensions dans le quotidien. Et on va parler de tension, qui est un mot-clé récurrent lorsqu'on parle d'holacratie. Ces écarts, ce sont l'écart entre ce qui est réellement. Dans les organisations traditionnelles, ce qui est, c'est généralement votre fiche de poste et puis la hiérarchie, telle que vous la connaissez dans un organigramme. Curieusement, la fiche de poste, vous êtes la seule à la connaître, puisque c'est vous qui l'avez signée, mais jamais on a donné à votre équipe ou à l'organisation la fiche de poste sur laquelle vous allez travailler. C'est-à-dire que c'est par l'historique, par le temps passé dans l'organisation, que vous allez découvrir progressivement qui fait quoi et comment il le fait. Donc premier écart entre ce qui est réellement. Deuxième écart entre ce qui est réellement et ce qui pourrait être mieux pour permettre à l'organisation finalement de tendre plus rapidement vers ce qui est sa raison d'être ou son projet collectif. Et les outils actuels de gouvernance, c'est-à-dire cette façon d'organiser le travail dans les équipes ou des entreprises, ont beaucoup de mal à gérer ces tensions. L'holacratie, c'est un système dans lequel, je vais passer un peu plus de temps pour le décrire et vous dire comment est-ce que nous l'expérimentons au quotidien. C'est un système dans lequel la tension elle est vue de façon positive. L'holacratie considère chaque humain comme un capteur de tension, c'est-à-dire être capable de ressentir l'écart qui existe, ces deux écarts dont je parlais, entre ce qui est réellement et ce qui pourrait être mieux pour réaliser la raison d'être de l'organisation. Et l'holacratie fait de chaque tension une opportunité d'action. C'est-à-dire permet à chacun de venir l'exprimer pour pouvoir faire un pas en avant et résoudre finalement l'un de ces deux écarts.
Et vous allez voir qu'à travers un ensemble de réunions qui permettent de réviser l'organisation de façon très régulière, on rentre dans des logiques de pilotage dynamique où on essaye d'être en permanence aligné avec le réel et avec la meilleure configuration possible pour pouvoir tendre vers notre raison d'être. Donc voilà pour la petite introduction à l'holacratie autour de la performance et de la gouvernance dont nous allons parler un peu plus en détail. Alors on va faire un petit bond en avant et en même temps vous avez tous en tête que finalement ce bond en avant c'est déjà aujourd'hui pour décrire un petit peu plus ce qu'est ce système-là. Alors dans holacratie vous avez entendu holos qui veut dire le cercle en grec et qui traduit en fait un système holarchique. Donc un système où chaque niveau va remplir un certain nombre de fonctions et où, en fonction de la complexité, de la profondeur, vous allez avoir des niveaux qui permettent de structurer ou d'organiser l'ensemble. Et dans une holarchie, vous n'avez pas un chef qui décrit aux autres niveaux ce qui est à faire. Nous sommes nous-mêmes des holarchies, n'importe quel être vivant ou système vivant est une holarchie, vous n'avez pas cette fonction centrale qui décide pour les autres. Vous avez à chaque niveau un ensemble de fonctions et de rôles qui sont remplis. Et finalement, l'holacratie est un système qui s'inspire de cette holarchie pour pouvoir organiser le travail dans les entreprises. C'est une entreprise américaine qui a inventé finalement ce système-là. Il y a une vingtaine d'années, une équipe de développeurs dans le monde du software s'est mis à imaginer un système qui pourrait permettre de résoudre les difficultés qu'ils rencontraient dans leur quotidien. Puis ils ont eu une démarche assez incrémentale, itérative. Ce qu'ils imaginaient comme solution et qui fonctionnait, ils le gardaient. Ce qui ne marchait pas, ils le jetaient. Et puis après quelques années, ils ont matérialisé finalement leur savoir-faire enfin ils l'ont rendu public. Ils ont eu beaucoup de awards. Et puis là, ils se sont dit, tiens, ça pourrait être intéressant de distiller ça et de le rendre finalement accessible à toute entreprise qui souhaite s'inspirer de nos travaux et de nos réflexions pour pouvoir l'appliquer dans leurs propres organisations. Donc l'holacratie existe en tant que système décrit, formalisé depuis un petit peu avant les années 2000, et est en train, je dirais, de devenir progressivement un sujet qui gagne en notoriété. Alors, l'holacratie, c'est un système qui vient organiser le travail, et non pas les personnes, c'est très important. Les organisations traditionnelles organisent plutôt les personnes, là, à travers cette logique de hiérarchie, là, on organise le travail et ce qui est à faire. Et vous trouverez sur GitHub la constitution, c'est-à-dire cet ensemble de règles du jeu qui décrit la façon dont on organise ce travail, et en particulier la façon dont on organise le pouvoir de prendre des décisions pour organiser le travail dans les entreprises. Le passage en holacratie, en fait, très concrètement, je le dirai un peu plus tout à l'heure, c'est le transfert du pouvoir qui est incarné par une fonction dirigeante. Par exemple, l'entrepreneur qui a créé son entreprise, qui devient patron et qui incarne ce pouvoir et qui décide de la façon dont on organise ce travail en interne, eh bien, on transfère ce pouvoir dans un processus. Et c'est le processus décrit par cette constitution, cet ensemble de règles du jeu, qui va ensuite déterminer la façon dont chacun des joueurs, chacune des ressources dans l'organisation, va faire le travail qui est à accomplir. Alors l'holacratie est basé sur quelques concepts, et je voulais en décrire quelques-uns. L'un de ces concepts, c'est la notion de rôle. On va parler de rôle et de cercle. Le rôle, en holacratie, c'est la fonction qui permet de réaliser un travail à faire. Et cette fonction, elle est décrite par trois choses. Elle est décrite par une raison d'être. C'est finalement la finalité. C'est ce que peut faire la ressource ou les ressources qui vont incarner le rôle. Quand je suis dans un rôle business, le rôle business va être par exemple dans l'entreprise de développer les ventes. Donc c'est sa finalité. Ça me donne tout un ensemble de possibilités que je vais pouvoir choisir pour pouvoir tendre vers cette raison d'être du rôle. Le rôle étant lui-même aligné avec une raison d'être supérieure qui est celle du cercle qui inclut ce rôle, et ainsi de suite pour reprendre le schéma de l'holacratie. Donc la raison d'être, c'est ce que je peux faire, et c'est ce qu'on décrit généralement à minima. Quand on démarre en holacratie, on décrit des rôles, et puis on décrit ce pourquoi ils ont été créés finalement. Ensuite, il y a une notion importante, très importante, qui est la notion de domaine. Et la notion de domaine, elle décrit tout ce que les autres ne peuvent pas faire. Derrière la notion de domaine, il y a la notion de propriété. C'est mon domaine, c'est mon précaré, et dans ce domaine, dans ce précaré, je suis autoritaire, j'ai toute je suis leader, je suis chef, je suis donc
seul à décider d'un certain nombre de choses pour lesquelles j'interdis les autres de prendre des décisions à ma place. Donc notion de domaine et de propriété. Et puis, il y a une troisième notion qui est la notion de redevabilité. Et redevabilité, c'est ce que le rôle doit faire pour permettre le bon fonctionnement des autres rôles au sein de l'organisation. Donc c'est ce pourquoi le rôle est redevable vis-à-vis des autres rôles. Vous noterez qu'on ne parle pas, on ne dit jamais ce que le rôle fait. En fait, on s'en fiche de ce qu'il fait. Il fait ce qui est sans, enfin, j'imagine, ce qui est utile de faire par rapport à ce qui est sa raison d'être. Donc on ne décrit pas la fonction du rôle, on se limite à décrire sa raison d'être et ce qu'il doit faire pour les autres. Et ce qu'il doit faire pour les autres est souvent une réponse à une tension qui a pu être exprimée par d'autres rôles lors d'une réunion. J'exprime une tension, une difficulté, un écart que j'observe, et je vais demander à un rôle de venir prendre une redevabilité pour s'engager sur la réalisation de cette action qui vient résoudre cet écart que j'ai pu rencontrer dans mon quotidien. Donc ce système-là fonctionne de façon unitaire ou à travers une logique plus large de cercle, et je vais vous montrer une vue d'ensemble. Alors un petit exemple, dans le contexte de notre organisation, si je prends le rôle business, sa raison d'être, c'est de commercialiser les produits et les services de l'entreprise. Bon, ok, c'est clair, on sait ce pourquoi le rôle a été créé. C'est clair pour tout le monde. Il a un domaine, la politique prix. Il peut y en avoir plusieurs. Donc la politique prix fait que aucun autre rôle dans l'organisation ne peut prendre de décision sur la politique prix. Il n'y a que le rôle business qui est en capacité de prendre cette décision. Et puis la déredevabilité, par exemple, d'associer un rôle qui s'appelle conception de projet lorsqu'on élabore des solutions techniques qui nécessitent une expertise ou fonctionnelle. Donc on impose finalement à ce rôle business, avant de vendre des choses qui pourraient être irréalisables par les équipes, et on lui impose de faire appel à un rôle qui va avoir en charge de clarifier je dirais les specs fonctionnels. Et puis on demande également à ce rôle de transmettre les feedbacks que peuvent avoir certains clients par rapport aux lignes de produits. Donc le rôle product manager, il demande au rôle business que lorsqu'il y a un feedback utile, ce rôle business lui fasse part de ce feedback. Voilà un ensemble de redevabilité. Je ne l'ai pas montré sur la slide précédente, mais ce rôle va avoir également des checklists. Donc c'est un ensemble de routines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, etc. qui viennent décrire la façon dont ce rôle fonctionne pour pouvoir exécuter correctement ses activités. Ce rôle va pouvoir mettre en place des indicateurs. Plus exactement, c'est le cercle au-dessus qui le contient, qui peut lui imposer un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir constituer le cockpit du cercle et donc participer à la compréhension de l'activité finalement du cercle qui contient ce rôle business. Et puis ce rôle peut exposer ses projets de manière à mettre de la clarté et de la transparence sur les projets qu'il réalise au quotidien ou qui sont en cours. Et donc on parle de rôle, on parle de fonction, on parle de costume. Je n'ai jamais parlé de personne jusqu'à présent, donc le rôle il est évidemment énergisé par une ou plusieurs ressources dans l'organisation. Il peut y avoir 1, 2, 3, 5, 10 personnes qui sont dans cette fonction-là, donc qui vont avoir à remplir l'ensemble des fonctions que je viens de décrire. Donc la vue d'une holarchie, par exemple, dans le cas de notre société, où nous avons plusieurs produits, elle prend cette représentation-là. Donc vous avez en bleu les rôles. En vert, on a des rôles un petit peu particuliers qui sont des rôles qui participent directement au fonctionnement de l'holarchie. Par exemple, un rôle de facilitateur de réunion, un rôle de premier lien qui va organiser les ressources à l'intérieur de son cercle, donc il va décider notamment de qui sont les personnes qui remplissent quel rôle, donc ça c'est le premier lien qui le fait. On a un autre rôle élu qui s'appelle le second lien qui va remonter au cercle supérieur les éventuelles tensions qui nécessitent de trouver des réponses au niveau du cercle supérieur. Et puis on a un secrétaire de réunion, donc ce sont des petits points verts, et donc les points bleus, donc comme je l'ai dit, ce sont l'ensemble des rôles. Alors quand je regarde cette représentation, on a donc le cercle général qui est le cercle le plus large, et vu du cercle général, le cercle Talk Spirit 2, ce n'est qu'un rôle. Le cercle général ne voit pas la complexité qu'il y a à l'intérieur du cercle Talk Spirit 2 et il s'en fiche en fait. Vu du cercle entreprise, Talk Spirit 2 c'est un rôle, un domaine, ou plusieurs domaines, des redevabilités, etc., etc. Et donc quand on rentre dans la profondeur, on découvre je dirais un niveau de complexité qui n'était pas vu au niveau supérieur. Et donc chaque rôle, chaque cercle, va s'organiser et se gérer
de façon comment dirais-je, particulière, autour des notions que j'ai exprimées précédemment, raison d'être, domaine et redevabilité. Chez nous, nous avons 6 cercles et environ 130 rôles pour une entreprise qui compte 20 collaborateurs. Pour vous donner quelques ordres de grandeur. Ça veut dire concrètement que l'homme orchestre que je pouvais être, par exemple, sur certaines fonctions, je l'ai découpé en un certain nombre de fonctions. Et ces fonctions, ça m'a permis de mettre de la clarté dessus, mettre en évidence finalement certaines choses que je pouvais faire de façon mécanique et qui n'étaient pas nécessairement visibles des autres rôles de mon organisation. Et ça me permet surtout progressivement de nommer d'autres ressources qui vont pouvoir prendre le relais sur certaines de ces fonctions, ou lorsque l'on va recruter, de pouvoir identifier quels sont les différents rôles que chaque ressource va pouvoir incarner. Alors, au quotidien, et je vais détailler un petit peu ce principe-là, donc je vous ai déjà parlé de la notion de tension, donc on est tous capteurs de certaines tensions, de ces écarts, avec finalement cette volonté de pouvoir résoudre ces écarts de manière à être toujours en permanence avec la meilleure structure alignée pour réaliser la raison d'être de notre organisation. Donc on a 2 grands domaines dans lesquels on va pouvoir travailler ensemble, le domaine de la gouvernance et le domaine des opérations. Sans rentrer dans les détails, le domaine des opérations permet de traiter le quotidien, c'est-à-dire identifier les projets qui sont en cours et qui sont réalisés par les différents rôles. Et c'est notamment dans une réunion opérationnelle qu'on appelle la réunion de triage que nous allons passer en revue les indicateurs et les checklists qui sont réalisés par l'ensemble des rôles pour pouvoir faire, encore une fois, la clarté et partager un certain nombre d'informations sur ce que font chaque rôle dans le cercle correspondant. Et puis, on a un deuxième espace qui s'appelle la gouvernance. Et dans la gouvernance, en fait, on ne parle pas du tout des opérations, on ne parle que des rôles, finalement. Et au cours de ces réunions de gouvernance, nous adaptons les rôles en créant de nouveaux rôles ou en modifiant des rôles, c'est-à-dire en leur ajoutant ou en modifiant leur raison d'être, en ajoutant des redevabilités ou des domaines. Et donc, on a en continu une structure qui évolue au fur et à mesure par mise à jour régulière, par des tensions qui sont, comment dirais-je, apportées par les membres. Donc si j'ai le travail à faire, il évolue dans un environnement qui est changeant, qui offre de nouvelles opportunités. Et bien, cet environnement changeant et ces nouvelles opportunités peut créer cette notion de tension au niveau d'une ressource. Et cette tension, en fonction de sa nature, est amenée soit en réunion opérationnelle, par exemple pour le business qui va demander un rôle projet de prendre un nouveau projet pour pouvoir résoudre une problématique sur laquelle il a besoin de travailler. Et puis en gouvernance, lorsque l'on veut simplement changer la nature ou en tout cas la définition de chacun de nous. L'ADN est une image qui illustre bien en fait cette capacité d'évolution régulière et permanente que nous pouvons vivre dans un système hiérarchique. Alors qu'est-ce qui ne change pas au quotidien si vous décidez de passer en holacratie, c'est-à-dire d'adopter ce modèle de gouvernance pour pouvoir organiser la façon dont vous travaillez dans vos propres équipes ou organisations, parce qu'on peut tout à fait mettre en place dans une équipe, indépendamment d'une organisation, pour pouvoir ensemble, par exemple dans une petite équipe, décider de fonctionner sur ce modèle-là. Ce qui ne change pas, c'est qu'il y a toujours un travail à faire. Souvent, on se dit, tiens, mais du coup, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Vous avez bien un travail, vous avez toujours le même travail une fois que vous passez en holacratie. Alors, c'est vrai pour l'essentiel des ressources, c'est un peu moins vrai pour certaines ressources qui étaient simplement dans la transmission d'informations ou dans le relais en fait, d'un niveau à un autre, donc des ressources, par exemple, managériales, et donc pour lesquelles ça libère finalement ces ressources pour pouvoir les affecter sur d'autres activités qui créent davantage de valeur pour l'organisation. Ce que ça change, on a vu ce que ça change pas, ce que ça change. Alors souvent on peut lire ou on entend dire qu'en holacratie, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de patron. Fondamentalement c'est vrai, je ne suis plus le patron de mes collaborateurs, je suis quelques rôles dans lesquels je suis leader dans ces rôles. Je préfère dire en fait qu'en holacratie, il n'y a que des chefs, ce qui est une image plus juste, je pense, pour décrire ce système-là. Vous n'avez plus une personne qui incarne le pouvoir, vous n'avez que des personnes qui ont le pouvoir dans le ou les rôles que vous leur avez donnés. Et dans ces rôles, eh bien, je peux vous assurer que certains de mes collaborateurs sont encore plus autocratiques que je pouvais l'être dans la fonction générale que je pouvais jouer précédemment.
Ce que ça change également, c'est qu'il y a plus de cadres, il y a plus de structures, beaucoup plus, parce qu'on rend explicite ce qui était implicite. Et paradoxalement, plus vous mettez de cadre, et plus vous rendez clair le cadre, plus vous, finalement l'équipe ou les collaborateurs vont pouvoir exprimer des libertés à l'intérieur du cadre. C'est quand c'est flou finalement qu'on a du mal à avancer, qu'on a du mal à aller vite. Parce que finalement ce flou nous crée finalement un environnement dans lequel il est difficile ou incertain d'avancer. Par contre, quand vous avez un cadre clair, vous pouvez aller vite. Donc c'est un outil qui permet de développer réellement, comment dirais-je, la vitesse et la performance des collaborateurs. Et c'est un outil qui ira très très bien à des collaborateurs qui ont envie d'exprimer davantage ce leadership dans les domaines qui sont les leurs. Donc, et souvent, l'acratie, ça permet à chacun finalement de rouler sa propre Ferrari, d'aller vraiment aussi vite qu'il le souhaite dans les domaines, dans les rôles que vous leur confiez. Ce qui crée la clarté, c'est d'abord la définition des rôles et la mise au clair de ces rôles qui opèrent dans l'organisation, d'une part, mais c'est également ce système de checklist et de métriques qui sont en fait des garde-fous et qui permettent de piloter avec une très bonne compréhension de ce qu'est l'activité. Et comme ces métriques, comme ces indicateurs et comme ces rôles sont partagés à l'ensemble de l'organisation, à tout moment, vous savez exactement qui fait quoi et quelle est la performance de ce qui est fait dans par chacun des rôles de l'organisation. Fini les réunions où il ne se passe rien, ou en tout cas où on a du mal à accoucher sur certaines décisions, où ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole, etc. Enfin bon, c'est les choses qui peuvent se passer, on va dire, dans la plupart des organisations. Ici, on a des réunions qui sont extrêmement cadrées, et en fait, elles sont encadrées par un processus et une ressource particulière qui s'appelle le facilitateur de réunion, qui va être le garant du respect du processus pour la tenue d'une réunion de triage ou d'une réunion de gouvernance. Alors, quand on vit la première fois une réunion de gouvernance ou de triage, c'est un peu perturbant parce qu'il y a un petit jargon, il y a un code, il y a un ensemble d'étapes à suivre, mais une fois que c'est, comment dirais-je, bien appréhendé, bien adopté, ça permet de dérouler très rapidement l'ordre du jour des réunions et d'aboutir sur chacun des items à des décisions qui sont rapides. Alors une des particularités en holacratie, c'est que sur les réunions, en fait les ordres du jour ils se constituent dans la réunion, jamais en avant. Donc vous venez en réunion, la réunion de cercle, en fait, il y a pour chaque cercle une réunion de triage et une réunion de gouvernance. Donc comme on a 6 cercles, il y a 6 réunions qui peuvent se faire. La réunion de triage, on fait la revue, donc des checklists, des indicateurs, des projets, et ensuite on identifie dans l'ordre du jour de nouvelles checklists, de nouvelles actions à prendre sur les indicateurs, de nouveaux projets à mettre en œuvre, et ces projets ils sont en cours, futurs, bloqués par quelque chose, donc c'est un peu une approche type Trello, ou approche agile de ce type-là, si vous connaissez ces outils-là. Donc on partage cette information-là, et on crée de nouvelles actions et de nouveaux projets. En réunion de gouvernance, ce qui sort d'une réunion de gouvernance, c'est des modifications de rôle, des créations de rôle, des créations de cercles, éventuellement une suppression de cercles. Avant d'être organisé sous la forme de 6 cercles, en fait, on est passé par différents stades de notre évolution, parce que le schéma que j'avais mis en place au moment même où je suis passé en holacratie s'est avéré finalement moins bon qu'un schéma comme celui que nous avons aujourd'hui. Peut-être que demain, on décidera de splitter un cercle en 2 ou 3 autres cercles, ou de fusionner 2 cercles ensemble, parce qu'on s'apercevra que ce sera mieux comme ça. Et donc, il suffira d'une seule réunion de gouvernance pour pouvoir fusionner des cercles, supprimer des cercles, créer de nouveaux rôles. Et là, la différence des organisations traditionnelles qui peuvent mettre des mois avant de modifier leur gouvernance en faisant appel à cabinet de conseil, etc. Enfin bref, toute la structure qui va venir intellectualiser une modification de nouvelle gouvernance, et lorsque vous la mettez en place, en fait, vous êtes déjà un peu en décalage par rapport à ce qu'il aurait fallu faire parce qu'il s'est passé un certain temps pour pouvoir mettre en place cette évolution-là. Ici, on est dans une évolution finalement régulière, donc qui est beaucoup plus simple à mettre en place et à adopter au niveau des équipes. Ce que ça change également, c'est que c'est un outil qui, comme il offre plus de transparence, il impose de la transparence, il impose de la clarté, il impose du partage d'informations, il impose de la communication. De fait, parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous ne pouvez simplement pas jouer avec les règles du jeu qui sont celles de l'holacratie. Et donc, j'ai pu découvrir que plus de transparence, nécessairement, ça crée plus de confiance, et plus de confiance, ça crée plus d'engagement. Et en fait, c'est un enchaînement qui se vérifie, et
Partout, je me documente beaucoup sur ce qui crée de l'engagement, ce qui crée de la performance, ce qui participe à ce qu'on appelle le bonheur au travail, ou en tout cas l'épanouissement des collaborateurs, qui est un thème qui, je pense, intéresse beaucoup de gens ici. Et en fait, cet outil-là a un impact très fort sur la notion d'engagement. Et c'est en partie lié en fait, à la notion de transparence. C'est aussi un outil de nivellement par le haut. Et je n'ai pas peur de dire que c'est un outil qui est fait pour les bons, enfin par les bons pour les bons. C'est peut-être un petit peu violent ce qu'on dit, mais en fait on n'est pas dans une logique ou une culture du consensus où on doit adopter en permanence les solutions par rapport à, je dirais, aux moins bons éléments qui peuvent être dans une équipe ou dans une organisation. Ici on donne réellement le pouvoir à ceux qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie d'exprimer leur leadership, de faire ce qu'ils ont à faire et d'adopter finalement, d'adapter les règles de l'organisation en fonction de ce qu'ils veulent apporter. Et donc ça c'est un outil, je pense, qui tire globalement toute l'organisation vers le haut et qui permet, je dirais, d'aller davantage sur des logiques d'excellence. Ok, donc plus de performance et plus votre organisation est assise sur un modèle un peu traditionnel, très hiérarchique, très machin, plus vous pouvez découvrir, je pense, de performance dans la mise en place d'un outil comme le Lacracy. Alors je vais prendre deux illustrations pour vous dire concrètement, indépendamment des rôles, deux domaines dans lesquels il s'est passé des choses chez nous, qui ont été apportés à un moment dans une réunion et qui ont donné lieu à la création d'une politique. J'en ai pas parlé, mais la politique, c'est un des éléments qu'on peut mettre en place pour pouvoir infléchir ou élargir une logique de domaine. Domaine, c'est le domaine dans lequel je suis autoritaire, vous vous rappelez, mais on peut tout à fait décider. Là, en l'occurrence, celui qui gérait, il y avait un rôle finance chez nous, et le rôle finance, il avait toute autorité pour décider de tout sur les budgets dans l'entreprise. C'était moi qui jouais le rôle finance. Et à un moment, on s'est dit, ouais, mais peut-être qu'il y a une autre façon de faire pour permettre finalement tout en restant autoritaire dans ce domaine-là, de permettre à d'autres de venir finalement dépenser le budget. Et donc on a créé une politique, c'est-à-dire on a donné une autorisation à tous les rôles de l'organisation de pouvoir faire des dépenses dans certaines conditions. La politique, elle vient finalement modifier un petit peu la logique de domaine. Et donc dans notre organisation, par exemple, pour dépenser 300 €, il n'y a aucun prérequis. N'importe quel rôle, dès lors que ça participe à la raison d'être de son rôle, on considère qu'on lui fait confiance et il peut engager jusqu'à 300 €. Il va simplement avoir une obligation, c'est que dans son cercle, sur notre réseau social, il devra publier une information pour dire « j'ai engagé cette somme pour tel ou tel achat ». Et le rôle finance s'exécute, il achète, en fonction du devis ou de ce qui est à payer. Jusqu'à 3 000 €, on oblige le rôle, là aussi, on l'oblige à transmettre une information en réunion de triage dans son cercle, c'est-à-dire d'informer les autres rôles de la dépense qu'il souhaite engager. Par contre, n'importe quel rôle, personne ne peut le bloquer. Les rôles peuvent simplement lui transmettre un feedback. Je vais acheter pour 2 000 €, je vous dis que je vais le faire, parce que ça participe à la raison d'être de mon rôle. Il y a un tour de discussion, et in fine, je prends ma décision, personne ne peut me bloquer. Au-dessus de 3 000 €, il y a un mécanisme de vote, et là on passe au niveau du cercle supra, c'est-à-dire si j'étais dans le cercle Spirit 2, que vous voyez, qu'on a vu tout à l'heure, là si je veux investir pour 10 000 €, je passe au niveau du cercle supérieur, et je présente mon projet, et là il y a un vote aux 2 tiers pour pouvoir adopter le budget, et un vote aux 3/4 au-delà de 30 000 €. Et, par exemple, un recrutement, c'est un budget au-delà de 30 000 €, et donc n'importe qui peut venir proposer un recrutement. Comme ça coûte plus de 30 000 €, il y a ce processus-là qui vient déterminer la façon dont on va faire ce recrutement en fonction du budget réalisé. Donc voilà un des domaines dans lequel Lacracy nous a permis de mettre en place une politique qui n'existait pas précédemment et qui au quotidien va très bien, me permet de me libérer d'un certain nombre de choses, notamment pour tout ce qui est bricole du quotidien, pour lesquelles aujourd'hui chacun peut acheter ce dont il a besoin, et on s'aperçoit finalement qu'en responsabilisant les collaborateurs, en fait il se passe bien plus que ce qui se passait avant, c'est-à-dire qu'ils achètent juste ce dont ils ont besoin, parce qu'on est tous dans un cas où on fait les choses, je dirais, avec beaucoup de bon sens, et donc cette politique, elle fonctionne très bien. Comme toute autre chose en holacratie, s'il y avait à un moment une tension, je sais pas, quelqu'un fait quelque chose, ça me crée une tension, je peux amener en réunion une proposition et nous déciderons ou non de son adoption. Et donc on mettra à jour le code de l'organisation en mettant à jour cette politique. Un deuxième domaine dans lequel on a beaucoup,
beaucoup travaillé, c'est la partie RH. C'est souvent des questions que nous avons d'ailleurs sur la partie holacratie. On dit ouais, ok, c'est sympa votre truc, mais bon, il y a toujours quelqu'un qui recrute, quelqu'un qui décide y compris sur les rémunérations, blablabla. Toute notre partie RH a été, comment dirais-je, décrite sous la forme de processus avec un comité RH. Donc une des premières choses que j'ai fait après notre passage en holacratie, c'est mettre en place une politique qui permettait à 5 personnes, selon une élection, et leur capacité, l'affinité de ces personnes avec notre système de valeurs. Donc j'ai mis en place un comité où j'ai 4 personnes maintenant avec qui je travaille sur chaque chose qui touche au domaine des RH dans l'organisation. Donc là où avant j'avais un rôle où je pouvais prendre tout seul des décisions dans tous les domaines RH, maintenant nous sommes 5 à prendre des décisions pour mettre en place ces processus qui viennent déterminer comment on recrute, comment on forme, comment on évalue, etc. etc. Typiquement, l'évaluation, on a mis en place un système d'évaluation à la demande, qui est une évaluation 360 degrés et qui est venu remplacer les évaluations que je faisais annuellement et qui n'étaient pas forcément ma tasse de thé et qui étaient souvent en fait un tremplin à la discussion de l'évolution des rémunérations. Aujourd'hui, c'est chaque collaborateur qui souhaite être évalué qui peut le faire et un certain nombre de personnes qui vont participer à son évaluation pour pouvoir lui donner du feedback, non plus en fonction d'un rôle monolithique ou d'une fonction perçue comme on peut l'avoir dans une organisation, mais en fonction des différents rôles que la personne remplit. En fait, pour être plus exact, on l'évalue selon les rôles qu'elle remplit, sa capacité à fitter dans les rôles, et sa capacité à fitter avec les valeurs requises pour travailler dans l'organisation. Et donc là, on demande une évaluation sur, par exemple, comment est-ce que la personne, dans son quotidien, remplit la notion par exemple, de rigueur, qui est l'une des valeurs que nous avons décidé de mettre en œuvre dans notre organisation. Donc on a ce double système. Nous avons un travail en cours, et c'est le dernier chapitre de la partie RH, c'est un travail sur la rémunération. C'est un sujet qui est clé, c'est un sujet qui est important, c'est un sujet sur lequel j'aimerais mettre en place de la transparence, et pour aller finalement vers une logique d'autorémunération. Au niveau mondial, quand on regarde un peu le benchmark, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font. Je crois que c'est possible de le faire. On est en train de travailler sur cette question. Peut-être que l'année prochaine, nous serons une organisation dans laquelle les rémunérations sont décidées par les collaborateurs selon un processus qui sera déterminé. Donc tout ça est écrit dans des processus publiés, ce qui fait qu'une personne qui rentre chez Talkspirit, elle sait exactement comment elle va être évaluée, comment est-ce qu'elle va, comment on va valider par exemple sa période d'essai, comment est-ce qu'elle va prendre ses congés, etc. etc. Et donc ça crée un environnement dans lequel je pense que les choses se font de façon plus sereine. Et si toutefois, là encore, on s'aperçoit à un moment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien qu'il pourrait fonctionner, on amène ce point ici dans un comité RH, avec les personnes dont je parlais tout à l'heure, et puis on met à jour le processus et on le publie une fois que le processus a été mis à jour. Donc on est dans des logiques d'évolution permanente et dans une logique de pilotage dynamique, j'ai déjà utilisé ce terme tout à l'heure, et de pilotage par rapport au réel. Dans les organisations traditionnelles, on se fixe un objectif, ensuite on définit des plans d'action, et puis on demande au manager finalement d'être le garant du respect de ce plan d'action. Ça revient en fait à décider d'aller d'un point A à un point B, et ensuite piloter les yeux fermés, c'est-à-dire que vous exécutez exactement le plan, vous prenez exactement la trajectoire qu'on vous a demandé de suivre, et j'ai presque envie de dire, indépendamment de ce qui pourrait se passer pendant que vous êtes en train de faire finalement ce chemin. Or, le chemin aujourd'hui, il est compliqué, et il y a un environnement qui rend impossible l'anticipation de la façon dont doivent se faire les différentes choses pour pouvoir réaliser ce projet de l'organisation. Et donc en holacration, on part finalement souvent notre mode de pilotage à la conduite en vélo. Donc en fait, en permanence, vous adaptez votre conduite en fonction de ce qu'est le terrain, de ce qu'est le réel. Et puis si vous rencontrez un obstacle, vous le contournez, faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir continuer à avancer. Et donc ce pilotage, il se fait non plus du haut vers le bas, mais il se fait à tous les niveaux de l'organisation, au niveau du rôle, au niveau du cercle qui contient le rôle, et ainsi de suite pour l'ensemble de la structure. Alors comment on met en œuvre l'holacratie, et si ce que je vous dis vous parle et que ça vous intéresse, vous dites tiens, comment est-ce que je pourrais basculer dans ce truc-là, ça a l'air intéressant, en tout cas j'en ai mis intérêt de découvrir plus en profondeur. Techniquement, il ne faut pas grand-chose pour passer en holacratie. Techniquement, vous lisez la Constitution, je disais allez sur GitHub, vous tapez holacratie Constitution, vous allez vite tomber sur le repository, et vous pouvez donc lire ça.
ça risque de pas forcément vous parler. C'est un peu comme si vous lisez la première fois la règle du karaté. Si vous avez jamais fait de karaté, il y a des choses qui vont un peu vous échapper. Et d'ailleurs, l'acratie, c'est un peu comme un sport, ça se découvre dans la pratique. La théorie, bon, à un moment, c'est sympathique, mais il faut monter sur le tatami et être un peu parfois coaché pour pouvoir monter plus rapidement dans la compréhension de ce modèle et faire le switch nécessaire pour pouvoir passer dans cette nouvelle façon de considérer le travail. Les habitudes, elles ont finalement la vie assez dure et on s'aperçoit que même lorsqu'on veut, il y a un certain nombre de réflexes que l'on a pu acquérir pendant toutes ces années, inconscients, sur lesquels il faut lutter pour laisser place finalement à ce système, enfin la place à ce système et lui permettre de se révéler. Donc techniquement, vous voulez passer en holacratie, vous signez la Constitution, vous la ratifiez. Donc quand je dis vous, c'est celui qui a le pouvoir au niveau de l'équipe ou au niveau de l'organisation. Et donc cette signature, elle vous engage, je disais en introduction, à transmettre le pouvoir que vous incarnez dans un processus. Désormais, c'est le processus, c'est la règle du jeu qui décide de la façon dont vous organisez le travail. Et tous les membres de l'organisation peuvent utiliser la règle du jeu de la même façon que vous-même pour pouvoir impacter l'organisation et définir la meilleure structuration pour faire ce qui est à faire. Ce que je vous recommande, en tout cas notre pratique et notre expérience, ça a été, j'ai lu cette BD, bon, l'holacratie est un sujet encore assez confidentiel en France et dans le monde, on commence un petit peu à en parler, mais il n'y a que quelques centaines d'organisations dans le monde qui l'ont mise en œuvre, je vais y revenir un petit peu juste derrière. Donc si vous voulez découvrir sur ce sujet, vous allez tomber sur quelques ressources, parmi lesquelles une BD qui a été faite par un cabinet qui forme les organisations dans leur passage, dans leur passage en holacratie, plutôt bien fait. Et puis il y a des journées essayées où vous faites un atelier, vous pratiquez une réunion de gouvernance, donc on vous plonge un petit peu, on vous immerge dans ce qu'est l'holacratie avec votre équipe ou votre codir, et ça permet de mieux vous rendre compte de ce qu'est ce système-là. Ensuite, il faut pratiquer. Là, il n'y a pas de miracle, c'est un système qui s'appréhende par la pratique, sur le terrain, au quotidien, et la lecture malheureusement ne suffira pas pour pouvoir jouer correctement sur cette nouvelle partition. C'est pas indispensable, mais ça se révèle souvent nécessaire. L'holacratie, comme vous l'avez identifié, permet de mettre de la clarté sur des rôles. Chez nous avons 130 rôles pour rappel. Donc on a un petit logiciel qui permet de référencer ces rôles et de mettre de la clarté et de la transparence au niveau de l'organisation, sur les rôles, mais aussi sur les métriques, sur les indicateurs, sur les projets. Et donc, à chaque fois que nous faisons une réunion de triage ou une réunion de gouvernance, on se connecte sur le logiciel et on met à jour finalement ce qui doit être mis à jour pour pouvoir avoir en fin de réunion le compte-rendu avec l'ensemble des actions ou des modifications qui ont été faites. Donc deux logiciels qui permettent de faire ça. Alors au niveau mondial, grosso modo, il y a à peu près 300 entreprises qui sont passées totalement en holacratie, et puis un certain nombre de plus grandes organisations qui le testent au niveau d'un département. Donc vous pouvez tout à fait décider à un moment dans une équipe, au sein d'une organisation ou dans un département, de mettre en place l'holacratie, auquel cas tout le fonctionnement de l'équipe fonctionne sur ce mode-là, et puis en dehors, le fonctionnement reste exactement ce qu'il était auparavant. C'est le cas par exemple de Danone, où il y a le département consolidation financière, donc il y a une trentaine d'experts comptables et commissaires aux comptes qui fonctionnent sur ce mode-là. Donc on n'est plus là du tout dans le mode start-up édition logicielle. C'est le cas également de Kingfisher avec des équipes chez Castorama et dans une autre de leurs filiales. Sinon, la boîte la plus médiatique aujourd'hui, c'est Zappos, 1500 collaborateurs. On l'a déployé totalement sur l'ensemble des collaborateurs. Vous verrez un petit peu de presse, notamment sur certains licenciements qu'ils ont pu être amenés à faire, notamment, je crois, sur la période avril-mai, parce qu'ils trouvaient que le déploiement ne se faisait pas suffisamment vite. Et à un moment, Tony Hsieh, le CEO leur a posé un deal, vous avez 3 mois pour adopter, et puis si vous ne souhaitez pas adopter, vous prenez un chèque et vous partez. Donc ça a permis d'accélérer la bascule totale de l'ensemble de l'effectif sur l'holacratie. Medium, récemment, également aussi dans le domaine de l'Internet, qui a adopté ce système-là pour organiser leur travail. Alors, on entend aussi souvent holacratie, entreprise libérée. Vous avez certainement lu des choses sur les entreprises libérées. Derrière l'idée de libération, il y a cette idée de plus grande autonomie, plus grande responsabilité, plus de performance, etc.
Il y a quelques patrons emblématiques qui, à force d'années de réflexion et d'itération, ont pu mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques qu'ils ont publiées. Je pense par exemple à Jean-François Zobrist sur le système Favi, peut-être que vous connaissez. Il y a Poult également, il y a beaucoup d'autres entreprises, enfin quelques entreprises qui ont rendu public leurs pratiques. Ce n'est pas de l'holacratie, ce ne sont que des bonnes pratiques qui s'exercent dans telle ou telle organisation pour pouvoir donner cette autonomie et se responsabiliser davantage pour pouvoir obtenir une meilleure performance. L'holacratie, comme vous l'avez identifié, c'est quelque chose qui est très formalisé. Alors moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce système-là, c'est que c'est un système sur étagère. Vous pouvez toujours vous dire dans vos organisations, année après année, on va itérer, on va toujours tendre vers quelque chose qui est plus performant. Ouais, ça prend du temps, ça consomme beaucoup d'énergie. L'avantage de l'holacratie, c'est que vous prenez quelque chose qui est tout fait, tout prêt, qui évolue lui-même. À la Constitution, on est à la version 4 et il y a une version 5 en préparation. Donc les feedbacks des entreprises qui pratiquent l'holacratie remontent également à Holacracy One, les différentes tensions que l'on peut rencontrer dans le quotidien. Et on a un système qui s'applique assez vite et qui, moyennant un petit peu de formation ou de formation, permet de basculer tout de suite dans un environnement un petit peu différent. J'ai mis également ces 3 ressources. Je ne sais pas si les slides sont partagés chez Glenn, mais sinon vous pouvez récupérer mes slides. Donc un documentaire bien fait sur Arte qui a été fait, je crois, il y a quelques mois sur le bonheur au travail, qui permet de découvrir quelques initiatives prises par des organisations sur cette façon de libérer le travail. L'excellent bouquin de Frédéric Laloux sur la façon de réinventer les organisations, c'est un benchmark au niveau mondial des meilleures initiatives prises dans les organisations sur ces logiques-là, parmi lesquelles donc, des boîtes qui ont mis en œuvre l'holacratie, mais pas uniquement. Récemment chez les éditions Diathéno, je vous encourage vraiment soit à lire, soit à voir la conférence vidéo de Frédéric Laloux qui est sur YouTube et qui permet d'avoir un très bon éclairage. Et sinon, vous avez bien sûr l'ouvrage de Brian Robertson, le fondateur de Holacracy One, qui a mis en place cette constitution et qui est sorti également cette année. Donc 3 ouvrages récents pour mieux découvrir et aller un petit peu au-delà. S'il fallait retenir qu'une chose, et ensuite je vous laisse peut-être poser quelques questions si vous en avez, c'est que l'holacratie c'est un levier. Alors comme tout outil, c'est qu'un outil, ça ne fait pas tout, mais ça permet de faire quand même beaucoup de choses parce qu'on touche réellement aux fondamentaux de ce que sont les organisations. Et tant qu'on ne touche pas finalement à ces fondamentaux, c'est parfois difficile d'aller sur des logiques de performance ou sur certaines logiques qu'on a envie, sur lesquelles on a envie d'aller. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus de clarté, beaucoup plus de clarté. C'est donc on met de l'explicite sur ce qui était implicite. Et l'holacratie, c'est un miroir impitoyable de ce qui est votre réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, chacun peut venir amener sa tension par rapport à quelque chose qui se passe dans le réel, et vous découvrez des choses que vous ne soupçonnez pas, bref. Et donc, ça permet vraiment d'aller sur cette plus grande transparence, plus grande clarté, qui permet d'aller plus vite, je le disais tout à l'heure. Ça permet de changer aussi vite que le changement, c'est pas mal. On fait confiance finalement à la capacité de chacun pour prendre des initiatives, apporter des idées pour impacter ses propres rôles ou impacter les cercles dans lesquels ces rôles s'expriment. C'est un cadre et un environnement qui offre, je pense, tout ce qu'il faut pour que ceux qui ont envie de s'exprimer, pour que chacun puisse exprimer finalement le maximum de ses capacités et de son talent. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est un outil qui permet d'aligner l'ensemble d'une organisation sur ce qu'est sa raison d'être. Ça, c'est vraiment important, la notion de purpose. Là où, en fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle des organisations, en fait, on est un peu dans un schéma for profit, for non-profit. On dépasse cette logique de for profit, for non-profit, c'est for purpose. Et donc, c'est quoi la raison d'être de mon organisation? Comment cette raison d'être, elle se décline en raison d'être au niveau infra, et comment chacune des ressources participe directement à la réalisation de cette raison d'être. Donc c'est une capacité, je pense, à aller plus vite. En tout cas, on l'espère pour nous, et c'est pour ça qu'on l'a mise en place. Je vous remercie.